Au mois d'avril 2018, j'ai connu quelques problèmes au niveau de ma santé qui m'ont forcé de m'absenter de la chaîne et de mon travail et même de ma vie familiale pendant quelques semaines. Et ces problèmes ne m'ont pas beaucoup lâché au cours des 3 dernières années, mais aujourd'hui, je vous raconte le dénouement de cette histoire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP, segment vidéo qui fait un retour sur le mois de février qui vient de se terminer. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement sous la vidéo pour naviguer plus efficacement à travers celle-ci pour bondir directement à un segment qui vous intéresse. Et d'ailleurs, dans les prochaines minutes, on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi. De mon côté, je vous parlerai des statistiques de la chaîne, de mes expériences de jeu personnelles pour ce qui est du mois de février qui vient de se terminer. Je vous ferai également un petit topo rapide de mon état de santé général et on terminera cette vidéo avec mes projets pour le mois de mars qui est à nos portes. Alors commençons avec les statistiques de l'école du jeu au mois de février. Nous vous avons proposé un total de 24 vidéos différentes et si on prend tous les visionnements réunis de ce que la chaîne a généré au mois de février, on arrive à un grand total de 71 000 visionnements, bon, à quelques centaines de visionnements près. On accueille également dans notre aventure 212 nouveaux abonnés qu'on salue personnellement. On est content de vous compter parmi nous. Et justement, ce sont ces 212 nouveaux abonnés qui nous ont permis au mois de février de franchir le seuil des 12 000 abonnés. Alors encore une fois, grâce à vous, notre chaîne continue de progresser. Et la vidéo qui aura été la plus visionnée au mois de février, eh bien c'est celle de notre top 10 des meilleurs jeux de l'année 2020. La vidéo que nous vous avons proposée en format vidcast, si on veut, animé par Vince, Sylvain et moi, où on vous présentait chacun 3 titres qui, selon nous, font partie des meilleurs jeux de 2020 et on terminait cette vidéo avec le jeu pour lequel nous sommes tous les trois unanimes. Alors si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil. Enchaînons maintenant avec mes expériences de jeu personnelles pour ce qui est du mois de février et j'ai 7 jeux dont je veux vous parler en commençant par Clank Legacy. Et premièrement, je vais dire que ça fait un an littéralement que nous avons commencé notre campagne de Clank Legacy. Ici, de mon côté, dans la dernière année, j'ai eu beaucoup de temps libre. Avec la fermeture des écoles et le confinement, eh bien, ce ne fut pas du tout le cas de ma femme qui travaille en service essentiel et qui n'a jamais cessé de travailler. Alors, chapeau, chérie, premièrement. Et ça explique donc la raison pour laquelle on s'est lancé dans l'aventure il y a de cela plusieurs mois et que nous ne l'avons pas encore terminé aujourd'hui après un an. Par contre, on approche dangereusement puisqu'on a finalisé notre 9e partie sur 10, à moins qu'il y ait des parties qui soient dissimulées, qu'on découvre après la 10e partie. Je vous tiendrai au courant à ce moment. Mais 9e partie qu'on a beaucoup appréciée. Je vous parlais dans les derniers mois qu'à un certain stade, on commençait à trouver que le jeu s'étirait. Eh bien, lors de la 9e partie, on s'est assis tous les deux à table en se disant dès le début de la partie, on sait très bien qu'on s'assoit pour une partie qui va durer au moins 2h30. Alors, apprécions ce moment, essayons de faire le plus de choses possible et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire, explorer le plus possible les confins de la carte sur laquelle on jouait notre partie pour essayer de découvrir le plus de secrets, le plus de nouvelles composantes qu'on pourrait ajouter pour notre 10e partie. Je vous parle maintenant du jeu que j'attendais le plus pour la fin de l'année 2020. Il s'agit de Praga Caput Regni. Alors j'ai eu l'occasion de jouer à 2 joueurs. J'ai pas encore essayé le mode solitaire qui est inclus dans la boîte. Je sais qu'il y a également une variante solitaire qui est disponible, je crois, sur Board Game Geek qui nous invite à imprimer un paquet de cartes
qui va venir simuler des actions, je pense, d'un joueur automatisé ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai pas joué en solitaire, mais j'y ai joué dans une configuration à 2 joueurs et je dois dire premièrement que j'ai bien aimé. J'ai aimé la façon avec laquelle on sélectionne nos actions avec la roulette qui va progresser à chaque tour, qui va rendre les actions qui ont été les moins prisées plus intéressantes, qui vont nous rapporter des points de victoire. J'aime le fait aussi que les actions les plus prisées, les actions que tout le monde voudrait effectuer, vont nous demander de payer un coût supplémentaire. Ça, j'aime bien ça. J'aime le fait que lorsqu'on récupère une tuile lors de la phase de sélection des actions, on a 2 choix et on choisit l'une d'entre elles. J'aime le fait qu'on puisse personnaliser son petit plateau d'actions personnelles. Donc, à certains moments donnés, il y a une action qui nous donne l'occasion d'améliorer ce plateau. Et donc, pour toutes les actions suivantes d'un type bien précis pour le reste de la partie, je pourrais bénéficier de certains avantages. J'aime bien ça. Il y a quelque chose qui me tanne, mais quelque chose qui me tiraille, c'est le fait que j'ai l'impression que les parties vont peut-être un peu se ressembler sur le moyen ou le long terme, puisque dans ce jeu, on n'a pas beaucoup... en fait, on doit se spécialiser pour être vraiment efficace. Mais en tant que tel, toutes les actions fonctionnent et s'imbriquent vraiment les unes avec les autres. Alors, on n'a pas le choix de faire un peu de tout, mais en même temps, on veut se spécialiser. Et j'ai l'impression que ce sentiment-là de faire un peu de tout va être très répétitif d'une partie à l'autre, bien que ma spécialisation, oui, c'est ça, ma spécialité, ma spécialisation d'une partie à l'autre risque d'être radicalement différente. Une chose qui semble être bien dommage à 2 joueurs, c'est vraiment le fait que la carte se remplit très lentement. Il n'y a pas beaucoup de compétition entre les joueurs sur la piste du mur, sur la piste de la cathédrale et même les emplacements du village. Je suis convaincu que ça doit être plus intéressant à 3 ou même à 4 joueurs. Un jeu que j'apprécie beaucoup, une série de jeux en fait que j'apprécie beaucoup, c'est la série Unlock. Et depuis la toute première boîte, ma femme et moi avons pris l'habitude de les découvrir avec un groupe de jeux, un groupe d'amis en fait. Et pour la première fois, confinement oblige, on a décidé d'essayer la dernière boîte, Mythic Adventures, seulement elle et moi, et on l'a bien apprécié. Je dois dire que c'est une boîte qui est remplie de surprises, des nouveaux ajouts, des nouvelles intégrations de l'application, des casse-têtes bien brillants également. Qui brisent le 4e mur ou qui sortent de la boîte, si on veut, là, pour reprendre l'expression « think outside the box ». On a beaucoup apprécié. Il y a seulement, en fait, je crois, la première énigme, le premier scénario qui nous a un peu chamboulé. C'était un scénario de niveau facile. Et pourtant, on se heurtait à des obstacles, à des barrières cognitives à plusieurs niveaux, dans plusieurs énigmes en plus, à un point tel où on en est venu à questionner notre intelligence. Mais finalement, je crois que c'est tout simplement la logique des énigmes qui était un peu plus poussé que ce à quoi on s'attendait pour un scénario facile, parfois tiré par les cheveux. On a eu besoin d'utiliser des indices. On n'utilise presque jamais d'indices dans la série Unlock. Mais sinon, les 2 autres scénarios qui ont suivi étaient complètement géniaux. Un autre jeu qui figurait sur la liste des jeux que j'attendais le plus pour l'année 2020, la fin de l'année 2020, eh bien c'est Merv, le cœur de la route de la soie. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer à 2 joueurs au cours du mois de février. Le jeu est tout simplement magnifique. Les couleurs du plateau et des composantes des tuiles, c'est vraiment, j'irais même jusqu'à dire aguichant. Alors vraiment, le visuel du jeu est très très beau. Côté mécanisme, j'aime le fait que c'est très fluide. Il n'y a pas beaucoup de sous-étapes à effectuer lorsqu'on résout une action. C'est assez intuitif. Par contre,
il y a quelque chose dans le jeu qui, encore une fois, me tiraille. Et c'est un peu la même chose que du côté de Praga Caput Regni. C'est que j'ai l'impression que sur le moyen terme, moyen ou long terme, ce sera un jeu qui semblera très répétitif. Parce que dans Merv, je dirais à l'instar de Praga, on a peu d'intérêt à se spécialiser. Oui, on veut vraiment être très efficace dans une action bien précise, mais au final, on sait qu'on va faire un peu de tout et on peut récupérer des bonus, des ressources un peu partout. Alors, il n'y a pas vraiment de gros avantages à se spécialiser dans une action bien précise, si ce n'est peut-être que de monopoliser ces tuiles actions pour empêcher les joueurs adverses de les acquérir et de les utiliser, si ce n'est à condition de me donner une compensation. Alors ça, bon, je suis un peu tiraillé, il va falloir que j'y joue un peu plus pour déterminer si c'est vraiment un obstacle à mon expérience de jeu, mais sinon, la sélection d'actions dans ce jeu, avec le déplacement de notre ouvrier, on doit sélectionner une tuile parmi la colonne ou la rangée où on le déplace. Ça, c'est génial, le fait qu'on peut activer nos propres bâtiments et tous les bâtiments de notre couleur sur la ligne si on décide de faire ce choix-là, ou d'activer les bâtiments de nos adversaires et d'en tirer bénéfice, mais de leur donner une maigre compensation. Ça, c'est bien intéressant. Les attaques mongoles aussi, à la fin de la deuxième et du troisième âge, qui vont venir saccager la cité, nous obliger à se départir de certains bâtiments, ce qui va faire de la place sur le plateau. Ça, c'est vraiment génial aussi. Bon, côté thématique, je ne crois pas que les troupes mongoles de l'époque aient décidé tout simplement d'arrêter leur assaut lorsqu'ils se frappaient à un mur, à un obstacle ou à un soldat qui garde un bâtiment. Mais bon, c'est un détail, un jeu très agréable. L'un de mes auteurs favoris est Alexander Pfister et c'est pourquoi le prochain titre dont je vous parle est Cloud Age. Lorsque le jeu a été annoncé, j'étais contre ma propre volonté, attiré parce que c'est Alexander Pfister. Et après avoir regardé le jeu, j'ai dû en venir à la conclusion que le titre m'intéressait, mais pas tant que ça en réalité, parce que je trouvais le jeu vraiment plus léger que ses derniers titres, et vous connaissez mes goûts, j'apprécie les jeux plus lourds et plus complexes, mais je me suis dit, laissons la chance aux coureurs, c'est Alexander Pfister. À la limite, ce sera l'un des premiers jeux qu'il aura fait qui va me déplaire. Et je dois dire que sans louanger le jeu, je dois reconnaître que mes attentes étaient très basses et finalement, je dois dire que mon appréciation est plus élevée que mes attentes. C'est un jeu qui reste simple, mais qui va nous proposer de jouer en mode scénario ou en mode de campagne avec des chapitres. Et si vous jouez en mode scénario, eh bien, vous allez avoir des règles standards, si on veut, et il n'y aura pas de progression d'une partie à l'autre. Si vous jouez en mode campagne, vous allez commencer au chapitre 1 avec un mode de jeu épuré, seulement quelques actions qui sont disponibles, un plateau qui va être restreint aussi, et c'est un style campagne. Bon, le jeu l'appelle de style Legacy, c'est pas vraiment ça. Ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est évolutif. En cours de scénario, de chapitre, plutôt, vous allez être amené à faire des choix qui vont débloquer des nouvelles tuiles, des nouvelles possibilités ou faire refermer peut-être des possibilités également, mais rien n'est définitif, il n'y a rien de permanent à poser sur le jeu. C'est tout simplement des tuiles, des cartes qu'on va ajouter. Il y a 7 chapitres dans la campagne complète, donc c'est une campagne qui se joue assez vite. De mon côté, j'ai fait 4 parties et j'ai terminé le 3e chapitre. Il y a des objectifs également, si on y joue en solo, à atteindre en termes de points pour progresser ou plutôt pour performer et un objectif de points à atteindre une fois qu'on aura rempli toute la campagne. Alors j'ai fait une vidéo pour vous présenter un peu le principe du jeu. Si ça vous intéresse, vous irez jeter un coup d'œil. J'ai également eu l'occasion de jouer à Alerto, qui est le dernier jeu de Uwe Rosenberg, sa dernière grosse boîte, et je dois dire que j'étais pas mal excité
avec ce jeu, alors que mes attentes pour Cloud Age étaient ici, je dois dire que pour Alerto, mes attentes étaient pas mal plus élevées. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'ai été, non pas déçu, mais je suis resté un peu sur ma faim. Je vous explique, le jeu est très très bien, c'est fluide, je peux pas dire que c'est rapide, mais il y a quelque chose qui est organique dans le jeu. On se creuse pas la tête à trouver ou à déterminer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais faire, ou bon, je veux effectuer cette action, c'est quoi là, les sous-actions que ça va engendrer. Tout ça est assez fluide, ça coule bien. Il y a une chose qui vient me chercher au plus profond de mon être dans ce jeu. C'est quelque chose de vraiment stupide, c'est quelque chose de vraiment niaiseux, mais qui me dérange, c'est la gestion des ressources. On va avoir plusieurs plateaux personnels et sur l'un de ces plateaux, on va faire augmenter la valeur de certains marqueurs. Je crois qu'il y a 10 ressources différentes dans le jeu. Alors, vous aurez jusqu'à 10 marqueurs qui vont, ou 8, là, en tout cas, entre 8 et 10 ressources différentes. Donc, ces marqueurs vont varier sur une piste allant de valeur 1 jusqu'à 5. Alors, si vous avez 5 blés, vous allez prendre votre marqueur de blé et vous allez le mettre dans le petit carré numéro 5. Si vous avez 2 briques, vous allez prendre votre marqueur de brique et vous allez le mettre dans la case 2. Jusqu'à présent, pas trop de problème. Par contre, si éventuellement vous réussissez à avoir 10 briques, eh bien vous devrez mettre un marqueur de brique dans l'emplacement 5 et un deuxième marqueur de brique dans l'emplacement 5. Si vous réussissez à en avoir 13, eh bien vous aurez 2 marqueurs de brique dans l'emplacement 5 et un troisième marqueur dans l'emplacement 3. Ce qui fait en sorte qu'en fin de partie, au moment où vous commencez à générer des ressources en fou, vous allez avoir des marqueurs partout. Bien évidemment, ça dépendra de comment vous gérez vos ressources. Si vous attendez parce que vos objectifs vous encouragent à accumuler beaucoup de ressources ou si vous désirez plutôt les utiliser au fur et à mesure pour effectuer des plus petites actions. Mais de mon côté, dans ma partie, la seule partie que j'ai fait en solitaire, j'avais une tonne de ressources. Et les emplacements sont minuscules. Le simple déplacement, le micro-managing de mes ressources était tellement frustrant. En tout cas, je crois qu'il y aurait eu des moyens très, très, très ergonomiques de régler la question, le problème. Mais bon, c'est pas un gros problème parce que, somme toute, c'est un jeu qui est très agréable. J'ai hâte d'y jouer à 2 joueurs avec ma femme également. Je vais certainement m'y adonner à nouveau en solitaire. Et finalement, le dernier jeu dont je vous parle est un jeu auquel je n'avais pas joué depuis un bon moment, mais qui me trottait toujours en tête. Je vous ai dit la dernière fois dont je vous en ai parlé dans un éditorial ludique avec Martin Lafrenière, je vous avais dit que j'avais hâte d'y revenir. Il s'agit de Tainted Grail. Alors, Tainted Grail est un jeu qui me frustre, mais qui au-delà de ma frustration, développe en moi un sentiment d'addiction. J'ai toujours hâte d'y revenir et même si je suis frustré de ma partie et du fait que je dois sillonner partout sur la carte pour aller récupérer des ressources, pour activer les menhirs, pour progresser d'une carte, pour aller chercher de nouvelles ressources, pour activer un autre menhir, pour avancer encore d'une carte, j'ai toujours le goût d'en apprendre plus sur cet univers. L'histoire, la thématique du jeu est vraiment captivante et enivrante. Et je veux terminer la campagne parce que j'ai reçu la deuxième vague du jeu avec 3 campagnes supplémentaires, dont des scénarios qui viennent complètement changer les règles avec les menhirs. J'ai hâte d'essayer cela, mais pour cela, je veux terminer la première campagne, ne serait-ce que pour connaître toute l'histoire, pour mieux comprendre les scénarios suivants, mais également pour savourer l'aventure, pour savourer l'expérience du jeu du début à la fin, pour pouvoir vous en reparler une fois que j'aurai complété toute la campagne.
Durant le mois de février, j'étais, lors de mes dernières parties, rendu au chapitre 5 et j'ai continué de progresser jusqu'au chapitre 9. Il y a 15 chapitres dans l'aventure, alors certainement il m'en reste encore pour quelques heures d'exploration de ce jeu, mais encore une fois, après la progression entre le chapitre 5 et le chapitre 9, je suis envoûté par toutes les nouvelles connaissances et les nouveaux savoirs que j'apprends sur Tainted Grail. Sur une note complètement différente, je fais un petit retour dans le temps et je vous parle d'un épisode difficile de ma vie qui a eu lieu en 2018, il y a pratiquement 3 ans pile, puisque c'est arrivé à la fin du mois de mars 2018, début du mois d'avril, où j'ai eu un épisode hépatique très difficile. Donc, j'ai eu des problèmes avec mon foie. Et à l'époque, on ne savait pas trop ce que j'avais. Il y a plusieurs scénarios possibles qui ont été étudiés à l'époque. Et le scénario le plus plausible qui a été conservé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, c'est celui de l'hépatite. Et bon, je vous ai déjà parlé à ce moment, au mois d'avril 2018, de ce que j'avais traversé. Je ne vais pas ressasser le passé et vous raconter ce que je vous ai déjà dit. Si ça vous intéresse, je vais faire apparaître le lien de la vidéo à l'écran. Vous irez jeter un coup d'œil si vous voulez avoir l'histoire presque complète. Parce que le dénouement, ou la suite du moins, je vous en parle maintenant, parce que dans les 3 dernières années, j'ai continué d'être suivi de façon plutôt serrée au niveau de mon foie, qui ne s'est jamais vraiment complètement rétabli. Et en 2019, j'ai commencé à voir une médecin interniste, une spécialiste des organes internes, qui allait étudier plus en profondeur mon foie et me faire faire des suivis, des examens plus approfondis pour déterminer qu'est-ce qui ne va pas avec mon foie. Et donc, au début 2020, j'ai passé une échographie et l'échographie aurait apparemment révélé une lésion au niveau du foie. Et bon, lésion au niveau du foie, je ne suis pas médecin, mais je suis capable de comprendre que c'est pas très positif. Alors, l'interniste en question, une femme vraiment attentive, humaine, remplie d'écoute et d'empathie, m'explique que dans les prochaines semaines, je vais passer une résonance magnétique pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passe et pour en avoir le cœur net. Eh bien, c'est à ce moment que la COVID-19 apparaît et repousse de façon monstrueuse mon suivi hépatique. Alors en fait, ma résonance magnétique, je l'ai passée au mois de décembre 2020, soit plusieurs mois plus tard que ce qui était initialement prévu. Et après avoir passé ma résonance magnétique, j'étais très anxieux. J'étais très anxieux parce que c'est le résultat de cette résonance magnétique qui allait déterminer la prochaine étape. Et la prochaine étape pouvait être, si vraiment lésion il y avait, d'effectuer une biopsie de mon foie et de déterminer si j'ai un cancer du foie ou non. Alors, bien évidemment, ça, c'était un épisode très anxieux de ma vie, dont je ne vous ai pas nécessairement parlé parce que j'utilise la chaîne pour différentes choses, pour le plaisir, puis depuis toujours, je m'en suis jamais caché, c'est un exutoire pour moi, l'école du jeu. J'aime faire ce que je fais et je le fais pour le plaisir. Ça me permet de décrocher du train-train quotidien, de mes inquiétudes, de mes anxiétés. J'ai pas envie de toujours parler de mes problèmes sur la chaîne. C'est pas ça vraiment totalement l'objectif. Alors, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et probablement que je n'en reparlerai pas après. Et donc, une fois que j'ai obtenu des nouvelles de mon interniste, c'est-à-dire il y a quelques jours, vers la fin du mois de février, nous avions un rendez-vous téléphonique et elle devait m'expliquer quelle est la prochaine étape. Et c'est à ce moment qu'elle m'a annoncé une mauvaise et une bonne nouvelle, mais vous allez voir, c'est plutôt 2 bonnes nouvelles. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle m'annonçait que ça allait être la dernière fois qu'on allait se parler.
Alors ça veut dire que je n'aurai plus besoin de lui parler parce que la vraie bonne nouvelle, eh bien, c'est que la résonance magnétique a dévoilé qu'à l'échographie, il y a quelque chose qui a mal tourné, si on veut, et qu'en réalité, il n'y avait aucune lésion ou quoi que ce soit dans mon foie, bien qu'il, oui, représente peut-être une certaine faiblesse ou du moins, je dois faire attention à mes habitudes de vie en lien avec mon foie, mais qu'il n'y a rien de grave, aucune raison de s'inquiéter. Alors, ça fait une petite mise à jour sur un événement qui a eu lieu il y a tout de même 3 ans, dont plusieurs d'entre vous n'avaient aucune idée certainement, mais je devais en parler parce que pour moi, c'est une excellente nouvelle. J'étais très heureux d'apprendre ça. J'ai appelé immédiatement ma femme après avoir appris cela et pour m'en réjouir. Alors, je vous communique la nouvelle également. Et je termine cette vidéo en vous parlant de mes projets à venir pour le mois de mars. Alors, je vous fais part de 2 d'entre eux, parce que oui, je veux certainement vous présenter des jeux, des nouveautés, mais de façon un peu plus concrète, ce qui sort de l'ordinaire, eh bien, Vince, Sylvain et moi, on compte vous proposer notre top des jeux qui nous ont fortement, grandement déçus au cours de l'année 2020. Alors, on vous a déjà présenté les meilleurs jeux de l'année. Maintenant, ce sera au pire jeu de l'année d'être dévoilé selon notre perspective toujours. Et également, je compte vous participer avec Martin Lafrenière à un nouvel épisode de l'éditorial ludique, un segment qu'on avait pris l'habitude de vous proposer. Et là, il y a toutes sortes de circonstances dans les derniers mois qui ont fait en sorte que j'étais moins disponible un peu pour faire ça avec Martin, mais là, j'ai pris la résolution d'en tourner un épisode avec lui très prochainement. Alors, j'espère que ce sera au mois de mars qu'on pourra vous le dévoiler. Alors voilà pour ce qui était de mon Quoi Neuf. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. N'oubliez pas que j'apprécie grandement lorsque vous me laissez des questions et des commentaires sur des sujets que j'aurais abordés dans cette vidéo à propos de n'importe quoi. Vous pouvez également m'inscrire quels sont les jeux auxquels vous avez joué, quelles sont vos surprises, quelles sont vos déceptions. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié la présentation d'aujourd'hui. Faites un tour sur notre campagne Patreon si vous désirez nous donner un petit coup de pouce financièrement. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2